Donc rebonjour, on m'avait déjà vu pour la partie Outlook. Donc là, on va parler maintenant résilience de la messagerie et tout ce qu'on fait pour le maintien en production de la messagerie et tous les outils qu'on va mettre en place pour rendre possible une utilisation 24/7 de la messagerie. Donc je vais me faire aider par Laurent pour s'assurer en fait que le discours est bien vulgarisé. Donc s'il y a des choses qu'il ne comprend pas, il ne va pas hésiter à me poser des questions et me faire réexpliquer les choses si je m'y prends mal ou s'il y a des choses que je ne vous dis pas qui semblent trop implicites. Voilà. Merci Thomas pour l'introduction. Pardon. Donc ça a déjà été dit plusieurs fois, on ne veut pas que la messagerie s'arrête. Donc la messagerie, on ne veut pas qu'elle s'arrête, mais on doit quand même assurer son maintien en production, donc on doit quand même la mettre à jour. Pour ça, on a un atout dans Bluemind qui a déjà été présenté ce matin par Fabrice un petit peu. C'est notre outil de mise à jour in place, c'est-à-dire sans augmenter l'infra. Et cette mise à jour in place, en fait, qu'est-ce que ça représente? C'est quoi exactement? La mise à jour in place, en fait, on va venir installer la nouvelle version, éteindre les services et refaire tous les traitements de données qu'on a besoin. Si on a besoin de faire des réindexations, des choses comme ça, changer des formats, des choses... tous les traitements de données qu'on va avoir besoin de faire pour la mise en place de la nouvelle version, on va les faire au travers de notre outil qui est complètement intégré, qui automatise en fait cette mise à jour, et on va le faire sur le système arrêté en manipulant les données sur place. Et donc on ne va pas doubler l'infrastructure pour le faire. Donc c'est un atout, c'est une force, mais aujourd'hui cette force, elle devient un petit peu une contrainte, parce que cette mise à jour complètement automatisée, complètement transparente, elle s'accompagne d'une interruption de service. Certes une interruption de service programmée, mais c'est une interruption de service dont on aimerait se passer. Et donc c'est ça le sujet qu'on va essayer de vous présenter, c'est éviter les interruptions de service programmées, faire que la messagerie continue de tourner tout le temps. Déjà, on a fait un premier travail sur optimiser le système existant. Déjà que le système existant de mise à jour in place marche le mieux possible. Donc on a fait plusieurs choses. On a rendu par exemple les sessions persistantes pour que s'il y a un redémarrage de service suite à une mise à jour, si la mise à jour est suffisamment rapide, les utilisateurs ne sont pas déconnectés. On a introduit un mécanisme de hot upgrade pour pouvoir traiter tout un tas de choses en tâches de fond. Donc on l'a fait par exemple sur des choses comme des montées en version du moteur d'indexation full text, on l'a fait sur des choses un peu plus visibles des utilisateurs telles que l'arrivée du support des conversations dans le nouveau webmail, où on a fait quelque chose où on faisait apparaître la fonctionnalité petit à petit sur le parc d'utilisateurs, où au fur et à mesure qu'on avait réussi à traiter les utilisateurs et faire les précalculs dont on avait besoin, la fonctionnalité et la préférence en fait se dégrisaient dans le système de préférence pour rendre la fonction disponible. Et donc on pouvait faire nos traitements sans perturber la production et pendant que la messagerie tournait. Donc aujourd'hui, on a d'autres choses qui sont déjà aussi existantes pour une utilisation 24/7. Généralement, pour la mise en place de la haute disponibilité, on s'appuie sur les outils fournis par l'hyperviseur, ce qui demande peu de mise en place, mais qui évidemment a un coût et aussi des contraintes d'infrastructure pour que ça puisse bien fonctionner. Et la virtualisation, il y a quelque chose qu'elle ne résout pas, c'est l'indisponibilité lors de la mise à jour. Vous pouvez avoir tout le package de licences VMware, quand il faut faire la mise à jour, on arrête, on passe le setup wizard et on redémarre. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va devoir essayer de gommer. Et toutes les montées en version, on n'est pas toujours sur des choses où on a remplacé un binaire, par exemple comme pour Log4Shell, et redémarrer les services. Donc Log4Shell, j'imagine que vous avez beaucoup en avoir entendu parler, beaucoup de vos logiciels ont dû être impactés. Des fois, on fait des choses un petit peu plus délicates, comme un changement de version majeure du moteur de base de données qu'on a en dessous, comme quand on a fait le passage de Postgre 11 à Postgre 14 dans Bluemind. D'ailleurs, pourquoi c'était long, Laurent? Pourquoi on a dû avoir une interruption pour ça? Parce que la mise à jour d'un moteur de base de données, ça se fait pas comme ça. On peut installer le nouveau binaire, mais il faut quand même faire des traitements additionnels. Par exemple, dans PostgreSQL, on va avoir le traitement des statistiques qui vont devoir être reprises, et du coup, on a quand même un arrêt de service. Alors, on peut faire une mise à jour majeure de PostgreSQL d'une version à l'autre, mais pas sans doubler l'infrastructure. Il faut quand même mettre un réplica et faire le transfert. Voilà, donc dans notre outil actuel, avec la contrainte qu'on s'impose de ne pas doubler le stockage, de ne pas obliger à rajouter de l'infra, les mises à jour sans coupure, on n'était pas toujours capable de les faire, on n'était pas capable de les faire. Donc dans un monde idéal maintenant, si je veux faire ma liste de courses, où est-ce que je veux arriver? J'aimerais que la mise à jour soit invisible pour l'utilisateur. Et j'aimerais qu'elle soit indépendante des changements que j'ai effectués. Donc si je veux faire mon changement de version majeure de base de données, je veux que ce soit possible et je veux arriver à le faire de manière transparente.
Problème corollaire à la mise à jour. La mise à jour, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Des fois, on a un data center vers Strasbourg qui brûle. Donc, il faut aussi des solutions de PRA pour la résilience de la messagerie. Donc, un PRA, qu'est-ce que c'est? C'est le plan de reprise d'activité. C'est tout ce que vous allez mettre en place pour pouvoir remonter votre système de messagerie si quelque chose casse. Donc, il y a deux métriques, on va dire, importantes au niveau des PRA. Il y a la perte de données que vous tolérez de perdre. Donc, si vous faites votre sauvegarde une fois par jour, vous pouvez perdre jusqu'à 24 heures de données de mail. Deuxième donnée importante pour les PRA, la durée maximale d'interruption admissible. C'est le temps que vous allez mettre à remonter vos sauvegardes. Avoir des sauvegardes, c'est bien, elles sont récentes, mais si vous mettez du temps à les rapatrier au bon endroit et à les remonter, le PRA ne sera pas très efficace non plus. Et donc, comme je continue ma liste de courses, ce que je vais vouloir, c'est pouvoir restaurer un backup immédiatement et sans perte de données. Donc, comment on y arrive? On va renoncer à notre mise à jour in place. Renoncer, on renonce vraiment au système in place, c'est-à-dire qu'on sera obligé de mettre en place les nouvelles solutions? Non, en fait, ce qu'on propose ici, c'est une nouvelle option. Ça vient en plus. C'est-à-dire, on continue à maintenir et à faire évoluer et à améliorer le système qu'on a aujourd'hui, qui marche quand même super bien. Par contre, on propose une deuxième option sur des infrastructures qui ne seraient pas capables de tolérer un arrêt, y compris un arrêt programmé. Et là, on va mettre en place toute une nouvelle solution. Et qui va demander de rajouter du coup de l'infrastructure. Puisque pour pouvoir faire du sans interruption, il n'y a pas 36 possibilités. On va installer forcément la messagerie, la nouvelle version à côté, ou le PRA à côté, et devoir organiser une bascule transparente vers la nouvelle version, qu'on va faire au travers de proxys spécifiques pour faire fonctionner tout ça. Ensuite, pour les données volumineuses, on va s'appuyer sur le stockage objet pour toutes les données non modifiables. Donc on fait ça déjà pour les mails, pour les documents. Une des propriétés intéressantes du stockage objet pour faire ça, c'est qu'on peut le partager simplement entre les différentes instances. Du coup, je vais avoir une question quand même, parce que est-ce que le stockage objet, c'est quelque chose qui va être fourni par Bluemine, comme on fournit par exemple Elasticsearch, PostgreSQL ou quelque chose comme ça? Alors non, le stockage objet, on ne va pas le fournir avec Bluemine, on va s'appuyer sur des solutions existantes de partenaires, comme par exemple Scality, qui sont présents dans la salle. On supporte aussi les API S3. Et le stockage objet ne devient pas non plus obligatoire. Tout ce que je présente ici, c'est un mode optionnel supplémentaire, c'est on ajoute une lame au couteau suisse de maintien opérationnel de Bluemine. Voilà. Et pour tout le reste des données, tout ce qu'on ne peut pas mettre dans le stockage objet, tout ce qui bouge souvent, par exemple les calendriers, les contacts, les annuaires, et sur les mails, même si les mails sont dans le stockage objet, donc la partie volumineuse, les pièces jointes est dans le stockage objet, mais il y a quand même du mouvement sur les mails, les lus non lus, le dossier dans lequel un mail est rattaché. Donc pour toutes ces données-là qui bougent beaucoup, on va partir sur une technique de capture des changements. Et on va essayer de savoir rejouer ces changements sur une version identique pour répondre à un incident, donc ça c'est la configuration PRA, ou sur une version supérieure dans le cadre d'une mise à jour à chaud. Ok, donc du coup, est-ce que tu pourrais essayer de nous préciser la capture des changements, par exemple, pour un email, qu'est-ce que ça représente? C'est ça, la capture des changements, c'était mon terme technique, mais qu'est-ce que c'est en fait, la capture des changements? Ça va être, on va partir de suite du besoin utilisateur des clients connectés. Les clients connectés, on va avoir un utilisateur qui va créer son brouillon de compte-rendu de réunion. Ok, on a un nouveau mail qui se crée. Ce mail, il s'enregistre dans le stockage objet, donc le corps du mail va s'enregistrer dans le stockage objet. Par contre, le reste du système de messagerie est informé qu'il y a un nouveau mail qui est présent dans le dossier des brouillons. Ensuite, l'utilisateur, il va venir taper le corps du texte, puis enregistrer son brouillon. Et dans ce cas-là, on va avoir une deuxième version de ce message qui va s'enregistrer. Et donc, ces différents changements qui vont être effectués sur les données, on va, en plus de les stocker dans nos stockages habituels, donc dans le Postgre, les indexer dans Elasticsearch, stocker les pièces jointes dans le stockage objet, on va en plus capturer tous les changements, toutes les modifications successives, historiser et créer un historique métier de tout ce qui change au niveau de la messagerie. Donc du coup, par exemple, pour un email, si jamais je le marque lu et puis non lu, en fait, il va y avoir deux entrées, un lu, un non lu, un lu, un non lu. C'est ça. D'un point de vue historique, capture de changement, on crée deux lignes. Bon, et du coup, la capture des changements, en fait, je vais la stocker où? Où est-ce que ça va apparaître? Alors, cette capture de changement, il y a des systèmes en fait qui sont dédiés à enregistrer ce genre de choses. Et pour faire ça, on a choisi de s'appuyer sur une...
Pour faire ça, on avait décidé de s'appuyer sur une brique qui s'appelle Apache Kafka. Alors, le nom qu'on lui a donné, là, c'est une solution de gestion de flux. Mais si je veux vulgariser un peu, c'est un tuyau, c'est un puits sans fond qui va prendre mon historique de changement et tout enregistrer. Et donc, il va prendre tous mes objets métiers, donc mon rendez-vous du lundi, il va enregistrer, j'ai un rendez-vous lundi qui commence à 12h. Puis finalement, on le décale à 13h, j'aurai une ligne de plus, un rendez-vous lundi, finalement, qui est à 13h. Et des lignes, et des lignes, et des lignes, et des lignes. Bon, du coup, quand même, j'ai une petite question dont tu n'as pas parlé sur le schéma, c'est l'histoire de partition, là. Bon, ça a l'air un peu compliqué, qu'est-ce que c'est? Alors, les partitions, c'est une optimisation que nous fournit la solution Kafka qui me permet de découper des données et de découper en plusieurs zones de stockage des données qui n'ont pas de lien entre elles. Par exemple, les mouvements dans la boîte mail de Laurent sont indépendants des mouvements dans ma boîte mail à moi. Donc je peux les stocker séparément et ça va me donner des facilités de restauration et ça va me permettre de restaurer plus vite mes données, de relire plus vite mes données. Donc là, je vous ai parlé de puits sans fond, de tuyaux à données. On se doute que ça va grossir énormément, que ça va grossir, puisque les gens, ils marquent les mails en lus, ils les déplacent, ils les effacent. Donc on a quelque chose qui va grossir à l'infini. Et c'est pour ça, en fait, c'est une des raisons pour lesquelles on a choisi Kafka, en fait, pour enregistrer cet historique, c'est qu'il a une fonctionnalité qui est très importante, en fait, pour ce qu'on veut faire avec, c'est ce qu'ils appellent le compactage. C'est un mécanisme qui va s'appliquer à l'intérieur de Kafka, qui va venir, en fait, supprimer les versions intermédiaires des rendez-vous. C'est-à-dire, si maintenant la dernière version de mon rendez-vous, elle est lundi à 13h, j'ai plus besoin de savoir qu'à un moment, il a été à midi. Et donc, on peut venir éliminer les versions antérieures des données métiers. Si un utilisateur rentre dans la société, puis 3 mois plus tard, il sort, on n'est pas obligé de garder trace de toutes les données de l'utilisateur qui n'est plus là depuis longtemps. Du coup, tu parlais un peu de puits sans fond, de compactage pour optimiser en fait le stockage, mais aussi de compression. De quelle volumétrie on parle? Alors dans nos tests, en fait, pour un volume en entrée de 20 Tera de mail dans le stockage objet, nous, on a à côté une base Postgre qui fait dans les 50 gigas, et tous les changements derrière qui finissent dans le Kafka, grâce au mécanisme de compactage, on est plutôt sur 500 mégas. Donc c'est pas quelque chose qui se retrouve à être volumineux. Les techniques de compression et de compactage, on est sur quelque chose de vraiment efficace. Et ça nous permet une relecture aussi très rapide de ces changements. Ces changements, on va vouloir les relire. On va vouloir les relire pour recréer nos données à l'identique. Alors à l'identique, évidemment, pour l'utilisateur. Mon rendez-vous qui maintenant est à 13h, il faut qu'il soit toujours à 13h quand je l'ai relu depuis Kafka. Mais je les veux surtout aussi identiques pour les logiciels clients. C'est-à-dire qu'un Outlook qui est connecté à un système que j'ai recréé depuis Kafka, il ne faut pas qu'il retélécharge toute la boîte mail. Il ne faut pas que j'ai recréé à peu près les mêmes données, mais avec des identifiants différents où il ne va plus rien comprendre et plus être capable de synchroniser, il va devoir tout retélécharger. Donc on avait une complexité technique pour arriver à ce que les données qu'on va repeupler dans le PRA, dans la mise à jour, elles soient compréhensibles et confondues avec les données initiales. Ouais, je pense que tu as oublié le point important. C'est ça, les données, notre système en fait, on a introduit dedans un historique métier. Pourquoi on prend un historique métier? Parce que la réunion du lundi à midi, BlueMine 4 c'est ce que c'est, je pense que BlueMine 5 saura aussi gérer une réunion du lundi à midi. Et donc cette donnée, elle est comprise par une version N, mais elle est forcément la donnée métier, et ce qu'on fait avec, c'est compréhensible en fait par la version N+1. Et nos mécanismes de relecture, c'est eux qui s'occupent d'interpréter la donnée métier et de savoir la stocker dans la nouvelle version. Et c'est comme ça qu'on va introduire le mécanisme de mise à jour à chaud. Donc à quoi ressemblerait une infrastructure avec tout ce dont je vous ai parlé? Donc on va avoir un BlueMind traditionnel, des clients traditionnels, là, un Thunderbird et un mobile qui passent par une couche de sécurisation, proxy, routage, et un BlueMind traditionnel dans une version qui est actif. Qu'est-ce qui va faire de plus ce BlueMind qu'un BlueMind classique? Il a son option activée pour enregistrer tous ces changements vers le système Kafka. Toutes les données volumineuses, le stockage objet a été configuré au niveau du BlueMind, et donc on va avoir tous les mails et tout ce qui prend de la place dans le stockage objet Scality.
Au niveau de Kafka, on va avoir une relecture en temps réel qui va s'effectuer sur d'autres machines, donc un autre morceau d'infrastructure qu'on déploie. Là, dans mon exemple, j'en déploie 2. J'en déploie un en version identique, qui relie et qui suit en temps réel ce qui se passe sur la production, et j'en déploie un second dans une version supérieure qui lui aussi lit et traque tous les changements pour appliquer toutes les modifications, toutes les créations de rendez-vous, tous les changements de statut des emails sur le système cible. Du coup, j'ai une question par rapport à cette instance qui est en train d'être mise à jour. Est-ce qu'on peut accéder à l'instance, faire des modifications pour vérifier, par exemple, les nouvelles fonctionnalités dans BlueMine ou quelque chose comme ça? Alors, un peu comme avec BM Migrator, en fait, on peut arrêter de lire les données depuis Kafka et se connecter à l'instance. Et regarder à quoi ressemblent les données. Donc les données, au moment où on décide de s'y connecter, ce sera les données figées de la production au moment où on décide de s'y connecter. Et là, on peut regarder si tout a l'air bien, si les utilisateurs se retrouvent dans la nouvelle version. C'est la nouvelle version, nouvelle fonctionnalité, nouvelle interface. Donc voilà, il faut voir si tout le monde s'y retrouve. Donc on peut vraiment explorer et se créer, comme ça par exemple, des mécanismes de création instantanée de pré-production. Si j'ai besoin de me créer une pré-production, j'ai besoin de créer un clone, j'ai besoin de créer une nouvelle instance pour faire des tests sur la nouvelle version, je peux instancier une nouvelle version, la peupler et venir après exécuter tout ce que j'ai besoin de faire dessus, que ce soit des tests fonctionnels, des tests d'injection, des tests d'acceptance utilisateur. Et est-ce que je peux faire des essais du genre, par exemple, changer de distribution à cet endroit-là là, je suis sur Debian, et puis en fait, j'ai envie de passer sur Red Hat. C'est complètement possible. C'est-à-dire que le mécanisme de relecture et de réinjection des données, il est directement dans les programmes d'installation de BlueMine. Donc les systèmes cibles n'ont en rien besoin d'être sur les mêmes OS, sur les mêmes plateformes, voire sur les mêmes architectures processeurs. Donc en résumé, ce système, pour les grosses infrastructures, parce que quand même ça nécessite des prérequis techniques assez importants, vous allez devoir par exemple mettre en place un cluster Kafka que va gérer BlueMine, un stockage objet qui va devoir être à votre disposition soit par votre fournisseur de services ou par un Scality ou quelque chose comme ça. Et puis c'est bien sûr l'augmentation du nombre de machines virtuelles. Il faut au moins doubler l'infrastructure pour avoir au minimum un PRA ou pour avoir une autre instance de BlueMine qui se met à jour pendant que la production fonctionne. Les évolutions dans BlueMine, du coup, c'est une nouvelle procédure d'installation. Ça vient en complément de ce que vous avez déjà aujourd'hui. C'est pas quelque chose qui vient remplacer. Vous n'êtes pas obligé de mettre en place cette solution. Ça se fait via l'enregistrement des changements, comme l'a présenté Thomas, via le Kafka. Donc en gros, un BlueMine, il va lire les données du Kafka pour mettre en place son PRA ou une nouvelle mise à jour. Et on va leur ajouter, du coup, on obtient la mise à jour à chaud sans aucune coupure de service, la mise en place d'un PRA avec aucune perte de données et en temps réel, et la possibilité de cloner une installation à tout moment si vous voulez faire un essai, par exemple sur une nouvelle distribution, vous voulez passer sur un hébergeur qui fait de l'architecture ARM, par exemple, ou quelque chose comme ça. Merci.